On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Valérie Laflamme-Caron titille nos papilles avec les Pumpkin Spice. James Langlois nous parle de l'importance de la relation père-fille et Laurence Godin-Tremblay revient sur ses années folles de jeune cégepienne. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie de l'épicé James Langlois. Salut James! L'épicé, ça c'est parce qu'on parle de pumpkin spice. Hey, pumpkin spice, là, je pense qu'on va s'enfarger la langue plusieurs fois dans cette expression. Faudrait franciser la chose. On peut dire épice citrouillée, si tu veux. Ah ouais, c'est pas si joli. Hein. Alors, t'es en forme? Ouais, assez en forme. Ouais, assez. Tu nous parles hein, aujourd'hui. J'ai chaud, là, par exemple, parce que là, le thermostat du lieu a commencé à chauffer. Ouais, ben là, c'est l'hiver, fait qu'on part le chauffage. Mais là, c'est l'automne, Antoine, c'est l'automne. Non, c'est l'hiver. Il y a 2 saisons au Québec, l'été et l'hiver. Là, l'été est fini, fait qu'on rentre dans l'hiver. Ouais, nouveauté cette semaine, la présence de Jésus et Marie en figurine sur la table. Hey, c'est pas une petite présence, ça? C'est notre graphiste Judith qui a trouvé ça, je sais pas quoi, chez Toys R Us. Moi, je les avais vus chez Renaud-Bré. Ah, je pense que c'est là qu'elle les a trouvés. J'avais été surprise. C'est quand même surprenant. En tout cas, on essaie de voir si on ne pouvait pas avoir toutes les 12 apôtres, là, mais paraît-il que non. Il y a juste Jésus et Marie. Mais c'est correct, on est content. Avis aux auditeurs, s'il y en a qui trouvent des figurines de Jésus, Marie ou des apôtres, écrivez-nous. Si les auditeurs en ont chez eux, là, qui voudraient nous les envoyer, pas des statues normales de saints plates, là, juste des affaires drôles un peu, là, qu'on pourrait mettre sur notre table, là, vous êtes les bienvenus. Là. Bon, là, il y a des gens qui nous entendent, il y a des gens qui nous regardent. Il y a peut-être pour ceux qui nous voient pas, il y a des belles petites figurines sur notre table, très colorée. La voix... Oh, elle vient de tomber, je suis désolé. La voix que vous avez entendue, c'est celle de Laurence aussi, qui a vu des figurines ailleurs. Salut, Laurence. Salut. Moi, mon fils a un toutou, en fait, de Jésus. Un toutou? Un toutou? Oui, un petit toutou. Il est fluffy? Ben, il est comme style poupée, mais en toutou, là. Il est assez joli, là, je trouve, là. Puis il dort avec, là. C'est ma façon de lui parler de Jésus tranquillement. C'est bon. C'est beau, ça. Pourquoi pas? Il fait des câlins. Ben oui, c'est correct. Mais le problème avec le toutou, c'est qu'il devient un peu... tu sais, ça use un toutou de bébé. Là, il devient, je veux dire, plein de morve. Là. Je sais pas c'est comment chez vous, mais chez nous, ça finit souvent comme ça. Fait que Jésus, abîmé, peut-être que... Ça se lave des toutous, Antoine. Ah oui, pas vrai? OK, merci du conseil. Valérie, les toutous, chez vous, ça se passe comment? On essaie de limiter la propagation des toutous. Et évidemment, celui que ma fille préfère, c'est le rose avec des grands yeux. Tu sais, c'est celui que moi-même, là, j'apprécie moins. Et qui n'a pas été fait à la main à Limoilou. Ben évidemment, non. c'est son préféré. Je pensais que tu disais, chez nous, on essaie de limiter la propagation des virus. Alors, on n'a pas de toutou. Pas de toutou. Ça serait un peu triste. Alors, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, mais tout ça, c'est après la petite pause. On y revient bientôt. L'automne, on le sait maintenant, c'est une saison extraordinaire pour garnir son compte Instagram de nouvelles photos de cueillettes de pommes en famille et de pantoufles au bord du foyer qui crépitent. Mais ce n'est pas tout. Notre débusqueuse de tendances et chroniqueuse anthropologue Valérie Laflamme-Caron est avec nous aujourd'hui pour nous parler de nouvelles tendances. Salut Valérie! Bonjour Antoine. C'est pas un détail, c'est pas anodin. Là, t'es toute d'orange vêtue aujourd'hui. Exactement, T'as c'est fait exprès à vous. Il y a une nouvelle tendance, en fait, sur TikTok, c'est la Christian Girl Autumn. C'est toi. Il y a aussi le Meg Ryan Fall, donc j'essaie d'incarner tout ça à la fois, mais je ne suis pas passée chez Starbucks avant de venir.
Là, d'ailleurs, tu parles de TikTok, là, mais là, j'ai pas compris l'autre fois que tu es venu en parler. T'as un compte, là? T'as un compte, t'es active, tu suis les trends? Je suis les trends, mais je n'en produis pas. OK. Quand je vais retourner au travail, c'est possible que je m'y mette. OK. On verra. C'est à suivre. Mais j'ai beaucoup apprécié votre contribution il y a quelques semaines. Là. Ah ouais, on s'essaye. Hein? Grâce au père Emmanuel. Oui. Ouais. Valérie, t'es toute d'orange vêtue. Tu suis les tendances. Tu nous parles de TikTok. T'es à la maison depuis quelques mois. Et ce qui fait que t'as vraiment beaucoup de temps, hein, manifestement. Tu cours les cafés. Et là, tu t'as découvert la tendance de l'art. En fait, c'est une tendance qui commence à descendre, à être un peu passée date, ce qui nous permet déjà? d'avoir un pas de recul, un pas de côté là, pour pouvoir la regarder. Donc, on va parler du Pumpkin Spice Latte, qui est un breuvage créé par Starbucks et qui est très populaire. Là, on va même parler de la Pumpkin Spice Latte Season, donc de cette saison. Et si on veut franciser le tout, on pourrait parler d'épices d'automne ou de citrouille épicée. C'est ce qu'on va retrouver sur la version francophone de ces produits. Mais pourquoi on parle quand même de Pumpkin Spice? C'est parce que c'est un phénomène qui est très américain, donc qui se traduit en anglais. Tantôt, j'ai dit épice citrouillée. Elle a dit citrouille épicée. C'est mieux. Ouais, ça se dit mieux. Peut-être qu'on va moins s'enfarger là, avec l'expression pumpkin spice. Tu dis, Valérie, que on est dans la pumpkin spice season, okay? Et plutôt que de dire tout simplement c'est l'automne. Il y a une déconnexion avec la réalité. Là. Ben, en fait, c'est devenu tellement un phénomène iconique que c'est devenu un événement en soi, le lancement du breuvage de Starbucks. Puis ça remonte à 2003, la première fois où on a créé des breuvages saisonniers. Ça, c'était une nouvelle tendance à ce moment-là dans le marché du café. Starbucks avait commencé avec les boissons de Noël et s'était essayé avec le breuvage d'automne et c'est aujourd'hui leur plus grand vendeur. Chaque année, c'est environ 200 millions de breuvages dans le monde de Pumpkin Spice Latte qui sont vendus pour un total de 2 milliards de dollars, donc depuis plus de 20 ans. Donc, c'est un marché très lucratif. On va même parler aujourd'hui du complexe industriel du Pumpkin Spice parce que ça a tellement été marquant dans l'imaginaire américain qu'on s'est mis à décliner toutes sortes de produits selon cet arôme. Des choses plus typiques comme des savons, des chandelles, des cafés, des muffins, des gâteaux, mais aussi de la nourriture pour chiens, des bartendes, des chandails comme celui des que tu portes. chandails. Oui, il y a même des couleurs de cheveux. Ça sent, le chandail, il sent. Ah ouais? Non. Bon, d'ailleurs, qu'est-ce que ça sent, là, des pumpkin spice? Bon, bien, premièrement, il faut dire que c'est pas épices de citrouille. En fait, ça renvoie à des épices qu'on se sert pour parfumer la tarte à la citrouille. Donc, dans l'histoire américaine, c'était un plat très typique. Donc, c'est un mélange d'épices telles que la muscade, le clou de girofle, du gingembre. La cannelle. Ensuite, de la cannelle, oui. Puis certains vont ajouter du allspice, qui est une sorte de piment de la Jamaïque, qu'on appelle en français. Parce que de la citrouille, ça sent ni ne goûte pas grand-chose. Non, effectivement. Puis moi-même, ça m'a pris du temps à comprendre. Là, je me souviens quand j'étais jeune, pumpkin spice, j'étais comme ça goûte pas la citrouille. Puis j'étais un peu confuse. Mais j'ai compris. Donc, il n'y a pas de citrouille là-dedans? Non, en fait. Puis même dans le breuvage créé par Starbucks, il n'y a pas eu de citrouille jusqu'à 2015, ce qui avait créé un certain scandale, justement, quand les gens se sont rebellés, finalement, contre le Pumpkin Spice Latte. Donc, autour de 2015-2016, là, le breuvage a subi un backlash dans la culture sur Internet. Tout le monde s'est mis à être contre le Pumpkin Spice Latte. Parce qu'il n'y avait pas de citrouille. Entre autres, mais aussi énormément de sucre, énormément de calories et des OGM aussi. Là, donc voilà, les gens n'aimaient pas ça. Mais là, il y a eu des ajustements. Manifestement, si ça a pris une telle ampleur, c'est qu'il y avait déjà un terreau fertile. Là. La citrouille, c'est pas un petit élément de la culture américaine alimentaire. Non, effectivement, c'est gros, hein, c'est un gros élément. C'est gros, oui, dans tous les sens possibles. Là, ça a été un des premiers aliments que les colons ont réussi à cultiver. Évidemment, ils l'ont emprunté des Amérindiens et se l'ont approprié au sein de la culture anglaise. Et c'était très mal vu au début parce que c'était perçu comme une nourriture de première nécessité, un peu comme les pommes de terre, par exemple. C'était bas de gamme. Tu manges de la citrouille parce que tu n'as pas d'autre choix. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, les Américains se sont réappropriés cet aliment-là. Et pour se distinguer des Anglais, finalement, parce que les Américains sont devenus une nation à part entière et ont souhaité avoir leur propre culture. Là. Donc, la citrouille en est devenue un élément distinctif et ça va traverser là, l'ensemble de l'histoire culinaire américaine. On le retrouve dans le premier livre de cuisine américain vers la fin des années 1700 avec le même mélange d'épices. Épices pumpkin spice. Ben ouais. Et bon, là, faisons un bond dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est pumpkin spice, latte, là, tout ça, ça
Ça a une influence jusque dans les réseaux sociaux. On commençait la chronique d'ailleurs avec cet élément-là. C'est quoi l'ampleur du phénomène sur les réseaux sociaux, Valérie? Sur Instagram, à ce jour, on compte 1,5 million d'images qui sont sous-titrées avec le hashtag Pumpkin Spice Latte ou l'acronyme PSL qui a été lancé par Starbucks lui-même. Donc, c'est devenu vraiment une valeur en soi. Et puis, les gens qui sont des influenceurs... c'est comme je disais, ça baisse un peu, là, mais vont évidemment prendre une photo dès que les feuilles rougissent un petit peu avec leur breuvage à la main, les citrouilles en background, les pommes, le feuillage, la tenue vestimentaire aussi qui est très typique de femmes chrétiennes, blanches, américaines. Donc voilà, c'est vraiment devenu un symbole et c'est contre ce symbole, en fait, que les gens se sont opposés. Puis, ils se sont opposés à ça parce qu'ils trouvaient que c'était déconnecté justement des saisons. Parce que, bon, on parle de tous les trucs agricoles, mais, tu sais, bon, vous et moi, puis monsieur, madame, tout le monde aux États-Unis ne sont pas très en phase avec l'agriculture, là, pour la plupart des gens. Je connais très peu de gens qui cultivent la citrouille. Là. Non, effectivement, et même qui la cuisinent, là, honnêtement, j'ai jamais mangé de tarte à la citrouille. J'en ai acheté une fois, je pense, à l'épicerie, et je m'attendais à avoir la même expérience gustative que quand je bois le breuvage Pumpkin Spice Latte, et j'ai trouvé ça dégueulasse. Je suis désolée, ça se peut que ce soit bon, la tarte à la citrouille. Donc, d'ailleurs, il y a aussi le fait que cette tendance-là, elle commence bien avant l'automne, là, dès la fin de l'été. Là, déjà, il y a la mise en marché de ces produits-là. Oui, exactement, dès la fin du mois d'août, et même pour aller rechercher un autre marché, récemment, ils ont lancé un breuvage glacé à la citrouille pour le marché californien, entre autres, où l'automne n'est pas encore présent. James? Tu dis que tu connais personne, mais moi, ça fait 10 ans que je fais mes muffins épices d'automne. Ben bravo. Je vais... Mais est-ce qu'il y a de la citrouille dedans? Ben oui, j'achète ma citrouille, puis je vais la chercher, puis je la fais cuire, etc. Là. Ouais. Bon, ben... Moi, j'étais tout Moi, je veux y goûter. Ah oui. C'est pas... C'est vraiment... on voit vraiment l'avant-garde là, chez James. C'est comme... Mais moi, j'aimais ça avant que ça soit cool. C'est juste ça que je veux dire. Mais tu cultives pas tes citrouilles. Non, quand même pas. Là. Bon. Alors que cela dit, on discours sur le Pumpkin Spice Latte, là, c'est pas très intéressant dit comme ça. Pourquoi on en parle à une émission comme On n'est pas du monde? Il y a des sociologues qui se sont penchés sur le phénomène et s'en sont servis pour parler du concept d'hyper-réalité qui est en lien avec les théories du postmodernisme. Donc, c'est... Beaucoup de gros mots, là. Oui, exactement. C'est quoi le rapport? Ils se servent du Pumpkin Spice pour illustrer une tendance qu'on a dans nos sociétés à vivre déconnecté du réel et à se rattacher à ces symboles, à des représentations, plutôt que de plonger au cœur des expériences. Et on va déplorer le fait que souvent, ça nous suffit d'un côté, même si ça dénote un fort sentiment là, de nostalgie. Oui, c'est ça. Il y a comme quelque chose de la nostalgie ou de la complaisance. Des fois, on est comme réconforté dans cette idée-là sans jamais se mettre les mains, se salir les mains dans la terre. Oui, tout à fait. Puis moi-même, je suis dans ça. Je veux dire, quand on vit dans le temps industriel, quand on est au travail, les saisons n'ont plus d'impact sur nous. Peut-être pour déneiger la voiture, bon, on subit quelques aléas des saisons, mais en réalité, le travail, exactement. Quand on est dans le temps agricole, c'est vraiment marqué. Il y a le temps des récoltes, il y a le temps où il y a le repos, il y a l'hiver. Ensuite, on va travailler fort pour semer et tout ça. Le temps est très marqué. Alors que dans le temps industriel, quand on travaille à l'usine, quand on travaille dans un bureau, honnêtement, que ce soit Noël, Halloween ou Pâques, l'hiver, qu'il pleuve, qu'il neige, ça n'a pas vraiment d'importance. Et puis, c'est une manière pour nous de marquer des différentes saisons, de marquer le temps par cette consommation de masse. Et puis, moi-même, là, c'est ça, cette semaine, je me rendais dans les friperies pour acheter des espèces de bibelots étranges d'automne et je m'ai pensé comme, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Il faut que tu trouves une manière de vivre l'automne. Oui. Ça. Laurence? Je ne sais pas si les sociologues qui parlent de ça connaissent ce texte-là, mais tout ce que tu dis me fait penser à un texte d'Albert Camus, là, Le début de la peste, dans lequel il parle d'une ville, Oran. Il dit c'est une ville tout à fait ordinaire, c'est-à-dire tout à fait moderne. Puis il dit une chose qui est frappante dans le texte, il dit on ne lit plus les changements de saison dans le ciel, mais sur les marchés. Au sens où c'est les marchés qui nous disent là, c'est une nouvelle saison. Là on vend ta cochonnerie pour l'Halloween, là, on vend ta cochonnerie pour la Saint-Valentin. Tu sais, au sens, le temps est déterminé par les marchés, non plus le ciel.
Par les couleurs des cochonneries qu'on nous vend. C'est ça. Finalement, tout à fait. Et puis, certains ont analysé le backlash contre le pumpkin spice latte comme étant un mépris, par exemple, des goûts féminins. Donc ça peut être intéressant. Il y a plusieurs essais qui ont été produits en ligne là, sur cet enjeu-là, parce que les gens vont dire « Ah, on méprise le pumpkin spice latte », parce qu'en fait, ce qui aime ça, c'est des femmes blanches américaines, chrétiennes, moyennes, et on se distingue d'elles en jetant un regard hautain sur ce breuvage que tant de femmes aiment. Du backlash, c'est une espèce de haine là, condescendante là, qui a émergé suite à ce phénomène de masse. Là. Oui, exactement. James? Mais tu parlais là, de consommation massive. Là. Moi, je trouve qu'il y a une perte à chaque année excessive de citrouilles, hein, parce que pour l'Halloween, les gens achètent plein de citrouilles, puis ils en font des décorations, mais après, ils mettent ça aux poubelles. Mais justement, moi, je me dis, prenons la circonstance pour réutiliser la citrouille puis cuisiner des trucs pumpkin spice avec, tu sais. Tout à fait. Et pour se régaler et en profiter pour de vrai. Mais cela dit... Moi, une question qui me demeure fondamentale pour moi, c'est spirituellement, ça parle de quelque chose. Ça. On parlait de la déconnexion de la nature, mais ça dit quoi, selon toi, Valérie, d'un point de vue plus spirituel? Bien, je reviens avec cette idée de la nostalgie. On dirait que c'est vraiment quelque chose qui traverse mon regard là, depuis quelques semaines en explorant les médias sociaux. C'est comme si les gens ont envie de quelque chose de plus grand. C'est comme s'ils regrettent quelque chose. Donc là, ils vont justement se réconforter à travers un breuvage en ayant une nostalgie. Mais une nostalgie de quoi? Je veux dire, des tartes à la citrouille de ta grand-mère. Moi, ma grand-mère, elle n'en faisait pas de tartes à la citrouille. Quand on fêtait l'Halloween, quand j'étais jeune, on achetait des décorations en plastique au Dollarama ou chez Zellers dans le temps. Puis les barres de chocolat américaines. Exactement. Des bonbons. Hein. Il n'y avait vraiment rien de cet univers-là qu'on associe aujourd'hui à l'automne et qui est tellement remis de l'avant et qui est tellement surjoué. Donc, une nostalgie de quoi? D'une espèce de paradis perdu, d'une époque idéalisée où on vivait heureux, en harmonie avec la nature, dans le réconfort de notre foyer. Peut-être que dans le contexte de pandémie actuellement, ça devient justement une valeur refuge. Ouais. Mais en tout cas, ça reste à suivre. Sans jamais nous combler complètement. James? Mais moi, j'ai de l'air, Valérie, de faire l'avocat du diable depuis tantôt, là, mais même si je suis un grand fan d'épices d'automne, là, les pumpkin spice de Starbucks, ces trucs-là, je trouve que ça goûte vraiment pas bon. Ben, t'es pas le seul. Puis, honnêtement, c'est tellement plein de promesses, mais en même temps tellement décevant parce qu'en réalité, c'est juste le Pepsi-Cola du breuvage. Donc, vous êtes peut-être mieux de vous en faire vous-même à la maison en suivant... l'inspiration de James, là, mais... Moi, je vais rester avec mon chai latte. Ça. Mais c'est comme une métaphore de la vie, hein? Tellement d'aspiration, tellement de désir et tellement de déception. Mais heureusement, Dieu est là pour nous aider à dépasser ça. Amen. Merci Valérie pour ce tour d'horizon de culinaire, hein, on peut le dire, et très automnal. Prochaine fois, tu nous parles de quoi? On va voir, je vais suivre les tendances et puis je vous tiendrai au courant. Merci Valérie. Je ne sais plus ce que je fais, mais pensant que je me sens vieux, je me dis que plus rien n'est vrai, que rien ne va plus à mes yeux. De la perspective d'un vieil homme, c'est le titre du roman que j'écris là avant de mourir, que j'écrirai jusqu'à mon dernier soupir. Ces images impérissables, empruntées du soleil du temps, doivent absolument me survivre. Elle qui me connaissait enfant, de la perspective d'un vieil homme, c'est le titre du roman que j'écris là avant de mourir, que j'écrirai juste pour moi et puis mes souvenirs.
Détrompez-vous, mes chers amis. Mon regard tourné vers le passé n'est pas plus amer que celui du jeune homme au regard glacé. De la perspective d'un vieil homme, c'est le titre du roman que j'écris là avant de mourir, que j'écrirai car j'ai tellement à dire. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. C'était la pièce de la perspective d'un vieil homme. C'est une reprise de Thierry Larose d'une pièce de Thierry Larose. L'écrivain Charles Péguy décrivait les pères de famille comme de grands aventuriers du monde moderne. Question de vérifier cette affirmation, on en discute avec un grand aventurier, accessoirement père moderne aussi, rédacteur en chef adjoint au Verbe et co-animateur d'On n'est pas du monde, nul autre que James Langlois, acclamez-le. Salut, pourquoi là? Salut James. Là, tantôt, vous m'avez acclamé parce que je faisais des trucs à la citrouille. C'est vrai, cette semaine, on parlait aussi de Pumpkin Spice et là, t'as dévoilé tous tes talents de père de mari engagé jusque dans la cuisine. Hein. C'est vraiment louable. Il y a tous les talents. Ouais, franchement. Mais là, tu ne parles pas de tes talents, mais des talents d'auteur de Meg Meeker qui a écrit « Soyez forts pour vos filles ». Là, tu me devances un peu. Là, ce que je voulais dire, c'est que... on recule. C'est qu'il y a un de nos collègues récemment, le père Édouard Chatov, qui est venu à l'émission puis qui a parlé du film québécois « Le guide de la famille parfaite ». Ouais. Florence Malenfant aussi en a fait un texte web là, sur notre site. Et puis finalement, quand le temps est arrivé, j'ai écouté le film avec ma femme. Puis j'ai vraiment aimé le film, là, quoi qu'on peut, on peut dire certaines critiques du point de vue du jeu d'acteur ou formel ou tout ça, mais je trouve que le fond était vraiment excellent. Et puis, ça m'a amené beaucoup de questions, moi, comme père. Je sais pas, vous, toi, tu l'as vu? L'avez-vous vu, vous? Est-ce que ça... Valérie, oui, Laurence? C'est pas si pire. J'ai quand même aimé aussi. C'est pas si pire. Hein? Pour que Laurence dise ça d'une œuvre, c'est pas pire pantoute même. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Moi, ça m'a posé beaucoup de questions. Puis là, j'arrêtais pas de penser tout le long du film à ce livre que j'ai lu cet été, qui a été édité chez Artege. C'est un livre, en fait, traduit de l'anglais, qui est sorti originalement en 2006, qui s'appelle Strong Fathers, Strong Daughters. Donc, ils l'ont traduit par « Soyez forts pour vos filles, 10 secrets que tout père doit connaître ». J'aime un peu moins la traduction française, là, mais ça sera une autre question. Là, j'entends déjà la critique dire « Ouais, mais là, père-fille, tu sais... » Non, mais attendez, cette femme-là a aussi sorti l'équivalent qui est « Strong Mothers, Strong Sons ». Donc, c'est pas un livre, je le dis d'avance, là, c'est pas un livre qui veut réhabiliter seulement la figure du père, tu sais, comme modèle ultime, c'est pas ça. C'est Meg Meeker, hein, c'est une médecin pédiatre spécialiste de l'adolescence qui a plus de 30 ans d'expérience en consultation avec des adolescents dans son bureau, des parents d'adolescents, entre autres. Puis, c'est ce qu'elle a écrit dans ses livres, ça l'a emmené à souligner, finalement, la spécificité du modèle paternel ou maternel dans la croissance puis l'épanouissement de l'enfant. En quoi lire ça, James, nous amène un peu plus loin que de lire Freud? C'est ça la question. Moi, je savais... D'ailleurs, j'essaie de chercher un peu là-dessus. Là, c'est vrai que c'est comme une vérité de la palisse. Aujourd'hui, on dit... Oedipe. Le père et la mère sont importants dans le développement personnel des enfants. Oui, c'est comme je dis, c'est une vérité que tout le monde... assez commune, tu sais, que les gens répètent. Mais c'est intéressant. Donc, par exemple, vous êtes prêts? Là, je vais vous citer quelques études en rafale. On demande que ça. Il y a à peu près 2-3 pages où elle
elle ne fait que citer des études. Là, donc, elle dit, par exemple, les filles qui ressentent l'affection de leur père, qui se sentent moins proches de leur père, font beaucoup moins de tentatives de suicide, manquent moins de confiance dans leur apparence physique, ont moins de dépression, de mauvaise estime, utilisent moins de drogue, ont moins de problèmes de poids. Les filles qui perçoivent la présence de leur père se sentent mieux protégées, ont une meilleure estime d'elles-mêmes, ont plus de chances de faire des études supérieures, de ne pas s'arrêter en route. Autre exemple, 76% des filles déclarent que leur père a influencé leur décision de devenir active sexuellement ou non. Une dernière comme ça, une fille de famille de classe moyenne a 5 fois moins de risques de grossesse hors mariage avec un père présent au foyer. Donc, la liste est longue. Moi, je trouve que c'est quand même important. Pourquoi écrire un livre là-dessus si c'est comme une vérité de la palette? C'est évident, oui, ben oui. Ben, on ne peut pas se le cacher. Il reste que dans le dernier siècle, il y a comme eu un certain éclatement de la société des modèles traditionnels. Puis, la femme a rejoint l'homme dans la sphère publique d'une manière presque à le surpasser ou du moins à l'égaliser là, sur certains aspects, ce qui est une très bonne chose en passant. Là, je ne suis pas en train du tout de critiquer ça. Mais il y a quand même une certaine partie du féminisme qui voudrait déconstruire la place quand même de l'homme ou d'une vision du patriarcat ou de l'autorité du père ou de l'homme dans la famille, dans la société, etc. Il y avait une candidate écologiste dans les primaires en France cette semaine qui se réjouissait de vivre avec un homme déconstruit. Elle disait ça textuellement, donc ça rejoint un peu ce que tu dis. Hein. Exactement. C'est quoi un homme déconstruit? Je sais pas. Des fois, quand on dit quelqu'un déconstruit, ça sonne pas bien, en tout cas. Mais c'est ça. Donc, moi, je pense que l'homme a quand même, d'une certaine manière, à redéfinir sa place dans cette société moderne-là. Certains parlent d'une crise de la masculinité. Là. Bon, ça, c'est à critiquer, c'est à voir. Mais il y a aussi toute la remise en question aujourd'hui de la masculinité toxique. Donc, au final, c'est quoi? Je pense que les hommes, puis aussi les mères, là, les femmes, pas seulement les hommes, mais on se pose toute la question. C'est quoi ma place? C'est quoi ma place? C'est quoi être un père? C'est quoi être une mère? Mais j'ai envie de commencer. Moi, ici, il y a deux femmes. Là. Ça a été quoi votre relation avec votre père? Oh! On a combien de temps, là? Je sais pas. Moi, je dirais que mon père n'était pas beaucoup présent. C'est pas au sens où il n'était pas là présent physiquement, là, mais présent mentalement. Là. Moi, j'ai des souvenirs, mettons, quand j'étais tout seul avec, qui lisait son journal quand on mangeait. Là. Puis, je pense que ça m'a beaucoup affecté. Là. On va parler de ma consommation de drogue au cégep là, tantôt. Plus tard cette semaine, oui. Fait que c'est ça. Mais je me dirais aujourd'hui une fille à papa, là, quand même, malgré tout. Là, pas au sens... au sens où c'est pour ça que je parle tout le temps de mon directeur spirituel. Là. Je pense que, fondamentalement, on a tellement besoin d'une figure masculine dans notre vie de protection que si le père naturel le fait pas, on va le trouver ailleurs, c'est tout. Valérie? Bon, hein, on se retrouve vers l'église, des jeunes filles converties. Peut-être qu'il y a quelque chose à analyser dans tout ça, mais moi aussi, je qualifierais mon père d'absent, pas par mauvaise volonté, mais parce que je pense que ma mère, à un moment donné, s'est mise à prendre beaucoup de place et même à lui dissimuler parfois certaines informations, ce qui l'aurait empêché d'intervenir. Ce que j'ai compris à l'âge adulte, mais qui m'a quand même beaucoup affectée quand j'étais jeune. Quand je compare aujourd'hui mon mari avec ma fille, je trouve ça tellement extraordinaire comment il peut être impliqué puis proche d'elle, déjà émotivement. Là. Moi, je trouve ça merveilleux, puis je suis certaine que ce livre-là répond quand même à beaucoup de besoins, parce qu'il n'y a pas tant de documentation que ça, je trouve, à l'adresse des pères actuellement. Là. Il n'y en a pas tant que ça. Et que ce soit fait par une pédopsychiatre qui en a vu d'autres, là, c'est intéressant. Exactement. Puis, bon, vous avez ressorti, dans le fond, malheureusement, presque ça à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que dans la culture occidentale, américaine, puis j'oserais dire même québécoise, les modèles de pères qui sont souvent représentés, soit dans l'art ou tout ça, c'est souvent... c'est rare que les pères sont dépeints comme bons, présents, aimants. On a juste à penser... Moi, j'aime beaucoup les Simpsons, là, mais tu sais, Homer Simpson, c'était vraiment... C'est un raté, là. Puis moi, ma femme, elle me dit que ses parents ne voulaient pas qu'il l'écoute quand il était jeune parce qu'à cause de la manière dont il dépeignait le père, en tout cas. Mais ça, c'est une autre histoire. Puis c'est ça, puis pour venir un peu contrer cette idée traditionnelle du père dictateur qui abuse de son pouvoir, de son autorité pour arriver à ses fins égoïstes, bien aujourd'hui, on a soit des pères qui sont absents, soit des pères qui sont tout aussi égoïstes là, dans leur absence, en fait, là, qui vont gérer. Indifférents. C'est ça. Et puis, des espèces d'hommes roses sans colonne vertébrale qui font tout pour déplaire, qui veulent tout pour pas déplaire, à leurs enfants ou à leurs femmes. Puis, Meg Meeker, au fond, ce vers quoi elle pointe, elle regrette que les pères ne soient pas assez représentés comme des héros.
Et puis, bon, moi, j'ai spontanément un peu de difficulté là, avec l'image du héros là, qu'on peut facilement... Qu'est-ce que t'attends, James, pour devenir un héros? Ben, c'est ça la question. On peut c'est un facilement... peu culpabilisant, là. D'une part, mais on peut facilement dériver dans une espèce de forme d'idolâtrie de la personne où on a plus du tout le droit, en fait, à l'imperfection ou à l'erreur. Bon, et je la cite, elle dit « Nous savons tous que nous devrions aimer mieux ou être plus patients ou encore plus courageux ou appliqués ou fidèles, mais le pouvons-nous vraiment? » Et là, elle dit « Mieux aimer votre fille peut vous sembler difficile, mais pour elle, c'est très simple. La protéger, lui apprendre des vérités sur Dieu, le sexe, l'humilité, ne demande pas d'être diplômé en psychologie, cela demande seulement d'être père. » Et... elle définit un peu plus loin ce qu'est pour elle un héros. Elle dit « Les héros protègent les autres, ils persévèrent malgré les difficultés, ils font preuve d'un amour altruiste, ils sont fidèles à leurs convictions, ils connaissent le bien et le mal et réfléchissent avant d'agir. Les héros sont humbles, mais ils sont immenses aux yeux de ceux qu'ils sauvent. » Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais j'ai l'impression d'entendre la première lettre aux Corinthiens de Saint Paul là, quand il fait l'hymne à la charité. Fait qu'autrement dit, on pourrait dire qu'être un héros, c'est être saint, là, tout simplement. Bon, mais moi, je pense qu'évidemment, Meg Meeker se situe ici à un plan naturel, psychologique. Je pense que les enfants, on le sait, vont être inévitablement un jour ou l'autre blessés par leurs parents, puis ils vont découvrir que leurs parents sont imparfaits, puis ils vont vivre une espèce de désillusion. Et puis, s'ils font l'expérience de la miséricorde de Dieu dans leur vie, ils vont arriver à pardonner à leurs parents. Mais là, on est vraiment, comme je dis, dans un autre niveau spirituel. Cela n'empêche pas que la nature, on peut tendre à faire ou à vouloir faire ce qu'on voudrait pour le mieux pour nos enfants. Et c'est un peu ce qu'elle propose. Là, on parle du père en tant que père. Là. C'est quoi être un père? Mais pourquoi ce livre-là s'adresse ou aborde l'enjeu du père envers la fille spécifiquement et non pas du père envers ses enfants en général? Bon, mais ça, c'est très intéressant parce que moi, je pense que d'une part, il y a un certain stéréotype qu'on assume quand on est enfant. Puis ça, là-dessus, je rejoins les idées de la sexologue du philosophe Thérèse Argot. Elle dit que lorsqu'on est enfant, on désire nécessairement... je dirais, la fille désire souvent être une princesse, puis le petit gars désire souvent être un super-héros. Pourquoi? Parce que derrière ces stéréotypes-là, ce qu'on cherche à se faire dire par nos parents, c'est est-ce que je suis digne d'être aimé? Est-ce que je suis aimable? Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis belle? Puis évidemment qu'on va dépasser ces stéréotypes-là, mais je pense que le fait que le père agisse comme un héros va venir répondre à cette aspiration-là dans le cœur de la petite fille. Et inversement, c'est-à-dire que le père aussi, comme homme, a cette aspiration profonde qui vient de son enfance de vouloir être un héros lui aussi. Donc, en étant un héros pour sa fille, ça répond à ça. Et, mais aussi, toute sa manière d'être en relation aussi avec sa fille, lui dirait implicitement ou explicitement, tu es digne d'être aimé, tu es digne tu mérites l'amour que tu recherches tant. Oui, puis ça, c'est un point qui m'a marqué beaucoup dans le livre parce qu'elle aborde une dimension d'éducation qui est aujourd'hui, qui n'est pas très à la mode, mais c'est l'autorité. Puis elle dit, un père, les pères qui sont vraiment stricts, c'est pas les pères qui sont lousses et qui vont laisser faire n'importe quoi que les filles vont aimer, c'est les pères qui sont stricts fondamentalement parce qu'on a tous besoin de quelqu'un. C'est ce qu'elle voit dans son cabinet, là. Ah oui, constamment. Elle dit, je ne vais pas vous citer un passage, là, mais elle dit qu'au fond, les enfants qu'on voit aller dans les centres d'hébergement, tout ça, qui se sauvent de leurs parents, qui disent non, c'est pas les enfants qui ont des parents autoritaires ou sévères, c'est les enfants qui sont abandonnés, dont les parents sont indifférents envers eux. Puis moi, une chose que j'ai trouvée très belle, c'est qu'elle dit évidemment qu'à un moment donné ou l'autre, les enfants, que ce soit le fils ou la fille, vont se rebeller contre l'autorité des parents et surtout du père, que le rôle est peut-être plus strict, mais puis elle dit c'est normal, puis même que à travers ça, la jeune fille, c'est un moyen pour elle de demander à son père, est-ce que je suis vraiment digne d'être aimé jusque-là? Est-ce que tu vas aller au bout de tes convictions pour me montrer que tu m'aimes? Même si je me rebelle. Même si je me rebelle.
Vous pensez quoi de ça? Je te vois froncer des sourcils. Hein. Non, mais j'écoute attentivement, puis tout ce qui touche l'autorité, je pense que c'est vrai, là, les jeunes aujourd'hui, puis de tout temps, je pense que ça fait partie de la croissance. On a besoin d'un cadre, on a besoin d'une direction, d'un sens, puis on a besoin de quelque chose, de quelqu'un contre qui se faire les dents, là, simplement pour s'affirmer, puis pour se constituer comme personne. Puis je comprends très bien qu'on peut se sentir abandonné si notre père, les parents, là, si on n'a pas ce mur-là sur lequel cogner quand on est fâché. Ouais. C'est ça, exactement. Sinon, ça vaut quoi tout ça si finalement tu le laisses tomber dès qu'il y a un petit peu de rébellion, justement, là? Puis, mais c'est ça, puis là, elle parle d'autorité, puis peut-être il y a des gens qui pourraient frissonner, mais elle dit, ce qu'elle propose, c'est une autorité comme voie de sortie du père absent, ami ou dictateur, dans le fond. Fait que l'autorité, c'est pas non plus le propre du père dictateur. Elle dit, il ne faut pas avoir peur d'être trop sévère, parce que être dictateur, ça ne veut pas dire être trop autoritaire non plus. Précisément, le dictateur, c'est celui qui n'a aucune autorité et qui doit l'imposer par la force. Voilà, donc elle dit, les pères ont besoin d'être stricts, mais il leur faut aussi être doux, aimant et tolérant. Il faut trouver un équilibre. Il est facile d'interdire, mais ne laissez pas croire à votre fille que vous êtes son ennemi. N'usez pas votre autorité de façon dure et blessante. N'essayez pas de vivre votre vie à travers elle. N'en faites pas un robot, mais guidez-la. C'est suivre, en fait, l'étymologie là, d'autorité là, qui fait croître. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. Merci. Hey, c'est tout le temps qu'on avait, mais tu nous recommandes ce livre-là, James? Ben, moi, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai trouvé ça un peu redondant parce qu'on finit par comprendre le principe, là. Mais oui, je pense que ça vaut quand même la peine parce qu'elle, ce qu'elle veut aussi, c'est d'aider les pères qui voudraient reconstruire ou solidifier ce lien-là puis, avec leur fille, tout simplement. Donc, il y a plein de trucs aussi pour comprendre la psychologie de leur fille. Ça s'appelle « Soyez forts pour vos filles ». C'est écrit par Meg Meeker aux éditions Artege. C'est une traduction de l'anglais. Elle a fait un autre livre aussi, tu le mentionnais un peu plus tôt. Oui, Strong Mothers, Strong Sons. Ouais. Qui va sortir chez Artege là, très bientôt. Traduction à apparaître bientôt. Merci beaucoup, James. Je t'en prie. C'était vraiment bizarre comme film. I'm trying to figure how you feel. Lose my mind. Doesn't make any sense. I know it's true. Could I've known that I was gonna fall for you? You're secretive, oh no. Your world's a place I don't belong. Even though I will never let go. 'Cause every day you're on my mind. In every way you're in my heart. You make me feel like we were never apart. 'Cause every day you're on my mind. In every way you're in my heart. You make me feel like we were never apart. Heaven, wait, only a word of gaze I need to know. I won't rest until I figure how you feel. Lose my mind. Doesn't make any sense. I know it's true. Did you know I was already fond of you? You're secretive, oh no. Your world somewhere I don't belong. Even though I will never
C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la pièce Heaven Wait de l'artiste québécoise Ghostly Kisses. Ouvre les guillemets. J'ai encore ma carte d'étudiante du cégep dans mon portefeuille. Sur la photo, je porte des boucles d'oreilles en forme de feuilles de pote et ma chemise beige qui me donnait un look hippie. J'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles et le regard légèrement vitreux. Fermeture des guillemets. C'est ainsi que notre chroniqueuse Laurence Godin-Tremblay débute son dernier texte publié dans les colonnes du Verbe. Laurence, salut. Salut Antoine. T'as plus les yeux vitreux aujourd'hui? Non, j'ai les yeux lucides avec des lunettes quand même parce que maintenant j'ai des problèmes de vue un peu. Ah ouais, t'as vieilli, bref. Ouais, c'est ça. OK, mais là, on comprend en te lisant qu'à une époque un peu plus jeune, t'étais un brin malcommode, hein? Oui, les gens ont dit la difficulté à le croire. Là. Je me souviens que quand je jouais au soccer, je refusais de me saouler, des choses comme ça. Fait que quand un jour, par hasard, les filles de mon équipe apprenaient que j'ai fumé du pot, puis beaucoup de pot, là, les gens me croyaient pas, en fait. T'étais plus givré à l'époque. Maintenant, t'as dégivré, là, pour reprendre une analogie je suis plate. Ma mère dit que j'ai une vie de personne âgée. Là. Ah ouais, Caroline, déjà. Ben, c'est tout à ton hauteur. Le tricot, non? Non. Pas encore. Ça viendra, hein? Ouais. Alors, retournons à une autre sorte de tricot. Là, à l'époque du macramé et du pot, du cégep, tu tricotais toutes sortes de mauvais coups. Comment t'as vécu ça, ces années-là du cégep? Comment t'as atterri dans cet univers-là? En fait, j'ai fumé du pot la première fois, j'avais 13 ans. Fait que c'est vraiment avant le cégep. Là. Je suis rentrée au cégep à 17 ans. Puis ma consommation est devenue régulière, je pense, à partir de 14-15 ans. Okay. Vraiment une consommation de tous les jours. Là. De genre, je me lève le matin puis je me fais des plombs sur le four. Là, question de bien partir la journée. Puis, je suis rentrée au cégep vraiment, c'est ça, là, tu sais, je me prenais pour une hippie. J'avais l'impression que le pote, tu sais, j'avais lu le livre d'Aldous Huxley, là, qui dit, je le prononce jamais comme il faut. Aldous Huxley? Ouais, c'est ça. Les portes de la perception, là. Fait que moi, j'étais sûre, là, d'être une voyageuse dans le monde de la perception. Juste pour les non-initiés, là, c'est quoi des plombs sur le four? Oh, c'est vrai. On entend le technicien en arrière éclater de rire. En fait, c'était du hache, là. Je prenais des couteaux, je faisais chauffer les couteaux sur le four. Je prenais des puffs de hache sur le four. C'est que ça rentre plus. C'est parce que j'étais pauvre, j'aimais pas travailler. Fait que, tu sais, moi, je fumais pas de joint. Là. Le joint, ça coûte trop cher pour moi. Là. Ça coûtait trop cher pour moi. Là, faites pas ça à la maison. Là. Non, les gens qui nous écoutent, là, c'est dangereux d'abord de mettre le feu partout. Là, puis ensuite, de brûler aussi, pas juste la maison, mais quelques cellules. Imagines-tu comment tu serais intelligente aujourd'hui, Laurence? Je le sais, j'aurais déjà fini mon doc. Ben oui. Mais là, dans le fond, pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui? C'est tout concourt au bien, tout pour témoigner de la gloire de Dieu. Là. Mais là, on n'est pas encore rendu à la gloire de Dieu. Là. Non. Faut passer par une espèce de kénose. Tu rentres au cégep, t'es une vraie hippie, t'as la chemise là, qu'on vient de décrire, les boucles d'oreilles, tout ça. Et puis là, ça, c'est pas dans les années 70. Non, c'est il y a une dizaine d'années à peu près. J'ai 28 ans, pour ceux qui me voient pas, qui me voient pas en ce moment. OK. Et finalement, le cégep, ça change pas vraiment là, d'une génération à l'autre. Il y a bien des gens qui rentrent au cégep dans cet état d'esprit-là encore aujourd'hui, de la même manière que dans les années 70. Et tu vis ces moments-là comme une période d'éveil à toutes sortes de choses, évidemment au fabuleux monde des drogues, là, comme les perceptions qui s'ouvrent, là, comme tu le disais tantôt, mais à bien d'autres choses aussi. Oui, c'est ça. Mais ce qui a été particulier, puis quand on dit tout concourt au bien là, de ceux qui aiment Dieu, là, ce qui a bien fait, c'est que je suis rentrée au cégep avec cette idée de liberté, là, la liberté de changer d'avis. C'est-à-dire, je me disais, tu sais, là, je suis au cégep, je vais essayer de me construire une vie encore plus, je me disais, plus belle que celle que j'ai connue au secondaire. Là. Au secondaire, j'étais pas, j'étais pas malheureuse, là, je me faisais pas écœurer, là, au contraire, là, je dirais que j'étais dans les populaires? Les populaires, hey, oui, wow. sans me vanter. Puis, mais quand je suis rentrée au cégep, j'avais cette idée, tu sais, on va faire les choses là, plus grandes, plus belles. Notamment, tu sais, après 3 jours, là, j'étais rendue dans un bar là, avec les gens proclamaient l'indépendance du Québec, puis je criais, puis j'étais sûre, là, je suis dans le game, là, j'étais en train de changer le monde. À un mouvement, ouais. Mais cette ouverture-là a fait en sorte que quand le cours de philo a commencé, est arrivé, là, je dirais mes oreilles étaient prêtes. Là. Je pensais ni à une carrière future, ni j'étais
en aventure. Là. J'étais prête à changer de vie. Puis c'est vraiment à partir du cours de philo, je dirais que j'ai commencé ce cheminement-là. Et qu'est-ce qui, dans tes cours de philo ou dans les rencontres avec tes professeurs, a été le déclic vers la vérité avec un grand V? La première chose, c'est la simple ignorance. C'est tout bête, là, mais en philosophie, c'est un concept pour lequel, en fait, on dit que... Socrate parle de ça, là, mais la plupart des gens, on est double ignorant. C'est-à-dire que non seulement on ignore des choses, mais on ignore qu'on les ignore. On sait pas qu'on le sait pas. On le sait pas qu'on le sait pas. Puis j'étais vraiment comme ça, tu sais, il y avait plein d'idées dans ma tête que j'étais sûre de savoir, mais je les savais pas. Fait que ce que fait le philo, c'est une espèce de ménage. Ce ménage-là a finalement conduit à dire est-ce que la vie est absurde, mettons. J'étais convaincue de ça. Et ça a fini par me dire peut-être que c'est pas vrai. Dieu n'existe pas, j'étais convaincue de ça. Pour moi, croire en Dieu, c'était croire au Père Noël. Puis, je veux dire, c'est une contradiction, là, c'est vraiment un être impossible. Mais là, tout d'un coup, peut-être que Dieu existe. Fait que le cours de philo, ce qu'il a fait, c'est comme un nouveau départ, un reset dans mes idées. Puis c'est là que, je dirais, mes réflexions sur Dieu ont commencé. Ont commencé et se sont poursuivis, entre autres, dans le bureau d'un de tes profs. Il y avait un petit crucifix dans le coin, sur un mur, c'est ça? C'est ça. En fait, la première étape, ça a été comme... Je suis partie avec l'idée de l'athéisme, puis j'ai dit jusqu'où ça me conduit, quelles sont les conséquences. Puis là, une des conséquences de ça, ça m'a frappé justement dans un party où j'avais bu. J'ai vraiment gâché le party là, parce que je pleurais, puis je répétais... Tu sais, d'habitude, les filles dans les parties pleurent parce que... Ah, Kevin, il est parti avec Cynthia. J'allais dire Simon m'aime pas. Ouais, c'est ça. Mais là, je pleurais en répétant « Personne ne me connaît et personne ne me connaîtra jamais. Personne ne me pardonne et personne ne me pardonnera jamais. » Donc, vraiment quelque chose... Là, t'avais quel âge? J'avais 17 ans. 17 à ce moment-là. Puis tu répétais ça en boucle en pleurant. Ouais, puis mon chum de l'époque, tu sais, il y avait pas mal rien à dire. Puis tu sais, je regardais les gens, puis c'est pas mes amis, c'est pas mes... Tu sais, c'était vraiment déprimant. Fait que je suis rentrée comme à ma deuxième session de cégep un peu comme un ballon dégonflé. Là. Autant j'étais gonflée à la première session, autant là, j'étais comme c'est poche, la vie, c'est absurde. Puis finalement, il n'y a rien. Puis mon athéisme, c'est vraiment pas bon. Puis là, coup de théâtre, c'est ça, je vais dans le bureau de mon prof parler du cours là, de Machiavel. Il y a un crucifix. Puis là, c'est vraiment la curiosité. Là. Parce que j'étais rentrée là, moi, je n'allais pas parler à mon prof pour avoir une bonne note. Là. J'allais parler à mon prof pour changer ma vie, pour comprendre la vie, dans un état de gratuité là, totale. Fait que là, je vois le crucifix et je dis... J'étais vraiment mal poli là, à cette époque-là. Et que là, j'ai dit... voyons, tu crois... C'est pas cave, croire. J'y parlais vraiment crûment. Là, comment tu peux enseigner à la fois croire à ces âneries-là? Ouais. Moi, le vouvoiement puis le monsieur, ça me passait par-dessus la tête. J'étais rendue au cégep. Fait que là... puis c'est ça. C'est de fil en aiguille que ce prof-là, j'ai continué à lui parler avec une certaine gêne. Parce que je me souviens, une fois, il m'avait dit lis l'Évangile du jour, là, si tu veux comprendre un peu c'est quoi. Puis c'était la Samaritaine. Puis ça m'avait touché. L'histoire d'une femme qui a tout le temps soif. Moi, j'avais tout le temps soif. Cette histoire sur la vérité, d'être remplie. Mais je ne disais pas. Je fais, c'était intéressant. Mais dans le fond, j'avais pleuré chez nous, là, dans mon lit. C'est bien intéressant, ces affaires-là. Fait que c'est comme ça, tranquillement, je dirais que j'ai appris à connaître la foi. Là, avec ce prof-là qui d'ailleurs cherchait quelqu'un pour travailler chez eux. Puis j'avais accepté. C'était de la peinture, des affaires de... J'avais accepté, je savais zéro peinturer. Là, je faisais des taches partout sur son plancher. Tout ce qui m'intéressait, c'était, durant le midi, lui poser des questions. Crois-tu vraiment ça, le pape? Des affaires de même. Là. Mais ça a été vraiment des longues séances parce que j'avançais pas vite, de toute façon. Alors, de toute évidence, là, il y avait une brèche qui s'est faite là, dans ton esprit. Justement, tu as accepté le fait que tu le savais pas, que si Dieu existe ou pas. Est-ce qu'il y a eu un acte de foi à un moment donné? Est-ce qu'il y a eu un cri? Bon, là, on comprend là, que ton cœur commençait à être pétri, mais jusqu'où ça t'a mené, ça? Bien, je pense que ça représente bien le verset qui dit « Qui cherche, trouve ». Là. C'était un peu ça, ma recherche. Puis, c'est une sorte de livre pour enfants, là, les chercher, trouve. Oui, c'est ça. Non, c'est un verset biblique, là, mais on trouve ça aussi dans les livres Proverbes, où « Qui cherche la sagesse la trouvera elle se laisse trouver de ceux qui l'aiment ». C'est à un moment donné, là, j'étais dans une soirée, une fête d'une amie dans un resto asiatique. Puis je me souviens encore, là, au moment du gâteau, là, c'était un gâteau en forme de pénis. Là, en tout cas, c'était vraiment grossier. Puis je trouvais ça tout laid. Là. Puis laid aussi le stationnement, puis laid la situation. Puis ça faisait des mois que je me demandais, Dieu existe pas. Puis je faisais le pour, le contre. J'essayais de regarder les arguments, d'y réfléchir. Puis c'est comme si à un moment donné, mon cœur a dit, la vie, là, je le sais que c'est plus grand que ça. Je le sais que c'est plus beau que ça.
Puis ça a été comme de dire, est-ce que tu existes, Dieu? Puis de sentir dans mon cœur, oui, puis je te décevrai jamais. Tu sais, c'est vraiment cette idée, là, je vais te backer, là, pour utiliser l'expression anglaise, là, mais je te décevrai jamais. Puis je me souviens, ce soir-là, j'étais tellement contente, là, c'était même absurde. Là, je me souviens, mon chum de l'époque, je lui ai demandé en mariage, je lui ai dit non. Il m'a laissé quelques années plus tard disant que j'étais devenue trop bizarre là, avec la foi, la philo et tout le reste, puis c'est bien correct, là, je le salue. Mais Qui en veut pas, c'est pour dire à quel point là, j'étais habitée d'une grande joie. Ah ouais. Là, je disais, on se marie, Dieu existe, l'amour existe, go, là, faisons-le. Et tu disais un peu plus tôt dans un party, tu disais je pourrais jamais être connu, je pourrais jamais être pardonné. Deux choses qui étaient importantes pour toi, être connu et être pardonné. Est-ce que ça venait changer ces deux données-là de croire en Dieu? Oui. Puis, tu sais, on insiste beaucoup sur le fait que Dieu nous aime. Là. Ouais. Puis ça peut paraître abstrait pour les gens, puis je comprends, là, mais moi, je dirais que cet amour-là de Dieu, je l'ai surtout senti dans le fait... j'étudie en philosophie, là, je dois avoir une propension à aimer la vérité et la connaissance, là, mais j'ai surtout senti dans ce fait-là, là, tous les textes bibliques qui nous disent là, « Je connais même le nombre de cheveux sur ta tête » ou « Je t'ai formé dès les seins de ta mère » ou des choses comme ça. Fait que oui, l'idée, là, quelqu'un va pouvoir enfin me dire à la fin des temps qui je suis, me parler de moi, à quel point, de toute façon, c'est angoissant de ne pas savoir qui on est. Là. Le premier précepte de la sagesse, c'est « connais-toi toi-même ». Là. C'était inscrit sur le temple de Delphes. Là. C'est pas la matrice là, à y avoir pensé en premier, là, parce que pour ceux qui le savent, c'est aussi écrit sur la porte de l'oracle. Bref, ce précepte-là, là, je dirais que la vie chrétienne me permet de l'approcher d'une autre façon, puis d'une façon vraiment qui comble. Puis pour le pardon? Pour le pardon, mais encore plus. Là, moi, j'ai déjà écrit une chronique là-dessus, là, mais c'est sûr que le sacrement de la confession, je le sais théoriquement que l'Eucharistie, c'est le plus grand des sacrements, mais mon cœur préfère la confession. Là. Mon cœur aime ce sacrement-là plus que tout. Là, cette idée de dire à quelqu'un tout ce qu'on a fait et d'entendre les paroles « tu es pardonné ». Vous, votre cégep, c'était comment, Valérie, James? Moi, j'ai aimé mon cégep. J'ai découvert plein de choses qui sont pas nécessairement restées dans le temps, mais qui m'ont permis d'avancer. Puis, moi, je garde un bon souvenir. Je pense que c'est une belle période, comme Laurence le nomme, de gratuité où on peut expérimenter, découvrir. Puis bon, ça peut mener à certains excès, mais après, ça se tromper, se péter la gueule en masse. Ouais. Mais aussi après de faire des vrais choix, finalement. Là. James? Ben moi, je me reconnais vraiment dans le récit de Laurence, à la différence que moi, je suis arrivé au cégep, puis j'étais déjà beaucoup dans la drogue. Puis c'est vraiment le cégep qui m'a... Surtout, justement, une professeure de philosophie là, qui est venue me sortir de mon état. Là, ça m'a renversé comme une crêpe. Ouais. Puis là, moi aussi, je suis tombé dans la philo, dans la quête de la vérité. Puis, ouais. J'ai écrit le texte, en fait. Le secret derrière le texte, c'est... je l'ai dédié à mon petit frère, là, qui a commencé le cégep là. Parce que c'est une période de gratuité, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Là. Moi, j'étais en sciences de la nature, puis je me souviens de filles qui pleuraient quand il y avait une mauvaise note. Là. C'est-à-dire, s'il y a des cégepiens qui écoutent, là, moi, ce que je leur souhaite de plus profond de mon cœur, là, même avant même de leur parler de Dieu ou de se convertir, c'est d'entrer dans cet esprit gratuit. Tu n'as pas encore... Il y a les techniques, là, mais même à ça, tu as encore le temps d'apprendre, pas juste pour ton futur métier, mais pour ta vie, puis ça peut vraiment changer la donne. Là. Puis d'apprendre, là, je dis pas c'est un temps de gratuité ou d'aller faire le party. Là, mon frère, ça, c'est pour toi. Là. Je suis contente que tu découvres tout ça, la vie sociale, là, mais fais attention. C'est comme le disaient les Grecs, c'est l'école au sens du loisir, le loisir d'apprendre. Si on se mène pas de maths, honnêtement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée à mon jeune adulte. Je seconde. Ouais. Aussi, c'était ça, puis c'était par choix, contrairement à ben du monde. Alors, le cégep comme une croisée des chemins, c'est d'ailleurs le titre de ton texte, Laurence Godin-Tremblay. On peut lire ce texte sur le-verbe.com. Tu y retournes au cégep des fois pour enseigner, par exemple? J'ai fait un stage, mais pour l'instant, j'ai plus été chargée de cours à l'université où là, j'enseigne pour le Grand Séminaire de Montréal. Là, mais à chaque fois que je vais dans un cégep, c'est sûr, le cégep Sainte-Foy, là, c'est là où j'ai étudié. Là, j'ai une nostalgie. Là, c'est vraiment incroyable. Alors, on salue nos auditeurs qui travaillent ou qui vont comme étudiants au cégep de Sainte-Foy et à tous les cégeps du Québec. C'est la semaine de relâche, là, d'ailleurs, qui commence bientôt. Et Semaine de lecture. Ah, pardon! Cette fois, c'est la blague de tous les profs. C'est un lapsus, hein, ça, qui révèle beaucoup du fond de mon cœur. Merci, Laurence, de nous avoir témoigné de ces années folles de ton cégep. Merci à vous.
tout pour cette semaine. Mais avant de se laisser, quelques suggestions ou salutations. Valérie? Oui, moi, je vous recommande le roman « Qui a tué mon père » de Édouard Louis. Est-ce que c'est en lien avec la chronique de James de cette semaine? Ça pourrait. Mais c'est dans une approche autobiographique. L'auteur raconte de façon brève, mais très touchante, la vie avec son père qui travaillait dans une usine et qui a été très affecté par les décisions des politiciens français au fur et à mesure de sa vie jusqu'à venir à décéder quand même en bas âge. Et lui cherche à savoir pourquoi. Mais au-delà de l'enquête sociologique, c'est réellement un texte littéraire très, très beau, très bien écrit. Et puis, ça se lit facilement. Je le recommande à tous. Qui a tué mon père d'Édouard Louis. Exact. Paru au Seuil. Paru au Seuil. Merci, Valérie. James, tu as des auditeurs à saluer. Oui, j'ai pas de suggestions cette semaine, mais je voulais prendre le temps, puisque je ne l'ai pas fait en début d'émission. J'étais trop occupé à dire des niaiseries. Là, fait que j'ai oublié de saluer Ève Boily, là, qui nous a écrit par la messagerie de Facebook récemment, qui nous a dit hey, « Merci, j'aime beaucoup votre émission. » Puis ça me donne des sujets là, de discussion avec mes collègues de travail, entre autres. Fait que merci, Ève, de nous écouter. Merci à tous les auditeurs. Vous pouvez toujours communiquer avec nous à onpdm@letradunionverbe.com ou, comme je le disais, par la messagerie des réseaux sociaux. Maintenant, par YouTube également, vous pouvez aller laisser des commentaires sous les vidéos des émissions en direct, live, là, c'est-à-dire filmé, vidéo. Parce que l'émission, c'est ça, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, l'émission est désormais disponible sur YouTube, en vidéo. Si vous voulez voir nos statuettes là, qu'il y a sur la table de Jésus et Marie, c'est une occasion rêvée. Oui, abonnez-vous à notre chaîne puis restez à l'affût. Merci James, merci Laurence et Valérie aussi d'avoir été avec nous cette semaine. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le-verbe.com/radio. Merci à James Langlois pour la technique, à Victor aussi qui nous a aidés aujourd'hui, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.